Bonjour, je suis Ludivine Aubry. Mes camarades Dolin Sullivan, Benguili Maria et Sabrine Lacombe. et moi-même allons vous présenter un article sur lequel nous avons travaillé qui s'intitule Clinical and Radiologic Disease in Smoker with Normal Spirometry, autrement dit le mythe du fumeur en bonne santé. Et pour bien vous expliquer notre sujet, aujourd'hui on va aborder une maladie très connue et qui est causée par le tabagisme, qui est la bronchopneumopathie chronique obstructive. On va parler aussi d'une étude faite sur cette maladie et les différentes méthodes de diagnostic. Du coup, d'abord, je commence. Qu'est-ce que c'est une bronchopneumopathie chronique obstructive ou bien la BPCO? La BPCO est une maladie pulmonaire, plus précisément de bronches, qui se traduit par l'inflammation de celle-ci. C'est une maladie lentement progressive, qui est caractérisée par une diminution non complètement réversible des débits aériens. La BPCO est plus fréquente chez les fumeurs, du coup les tabacs étant le principal facteur des risques. En général, cette inflammation provoque un épaississement de parois par atrophie de muscles lisses, ainsi qu'une hypersécrétion réactionnelle de mucus. Aussi les alvéoles pulmonaires qui permettent en général les échanges gazeux lors de la respiration sont progressivement détruites et ce qu'on appelle l'emphysème, comme on peut voir sur les diapos. Ensuite, les symptômes les plus courants de cette maladie sont une toux chronique, des difficultés respiratoires et des expectorations qui sont des toux grasses avec du mucus. Maintenant, les différents stades de bronchopneumopathie chronique sont le premier stade caractérisé par une bronchite chronique et un rétrécissement de calibre de bronche. Deuxième stade, le calibre de bronche est très rétréci, du coup les malades s'essoufflent même pour des efforts minimes. Et le troisième stade, la maladie devient carrément une insuffisance respiratoire. Pour diagnostiquer cette maladie, on utilise souvent une technique qui s'appelle la spirométrie. Qu'est-ce que c'est la spirométrie? On va voir ça avec ma collègue Maria et je te laisse la parole. Merci. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est qu'une spirométrie? Tout d'abord, c'est une technique utilisée pour déterminer si la respiration d'une personne est normale ou pas. Nous permet de diagnostiquer les maladies respiratoires telles que l'asthme ou les BPCO en mesurant le volume d'air inspiré et expiré. Le principe, c'est que le patient doit souffler dans un appareil qu'on appelle le spiromètre et le résultat est présenté sous forme d'une courbe. On peut voir que la courbe normale pour une personne normale et la courbe en discontinu nous représente une personne atteinte de la BPCO. Des points sont notés qui sont importants, qui est la CVF, la capacité vitale forcée, la DP qui est le débit de pointe, la DEMM, débit expiratoire maximal médian pris entre 25% et 75% de la CVF. Pour notre article, on sait que les BPCO sont la 4e cause de mortalité dans le monde. À l'heure actuelle, elle est diagnostiquée par la spirométrie. C'est un examen qui se fait au repos, donc on se demande si elle est suffisante ou pas. Du coup, on a utilisé 3 autres tests, qui est la marche de 6 minutes, le scanner du thorax et le questionnaire Saint-Georges. Alors, moi je vais vous présenter la problématique et l'objectif, c'est-à-dire que comme on vient de le voir, la BPCO est la 4e, 3e cause de mortalité aux États-Unis, 4e au monde. Le but, c'est de mieux diagnostiquer ces maladies. Et le souci, c'est de savoir si donc la technique de spirométrie est suffisante à elle seule ou non. Et pour ça, je vais vous présenter la cohorte de la population d'études. Donc la population d'études est découpée en 4 groupes. Elle a été faite aux États-Unis chez des gens qui ont une spirométrie dite normale, c'est-à-dire qu'ils ont fait le test précédent et a priori tout va bien. Alors pour ces gens-là, nous avons 4388 fumeurs, 794 anciens fumeurs, 3690 personnes qui sont atteintes de maladies et qui n'ont pas été détectées par le test standard, et 108 personnes témoins qui serviront de témoins n'ayant jamais fumé. Alors, qu'en est-il de la performance physique pour la marche de 6 minutes? Le but de ce test est de marcher le plus possible pendant 6 minutes, afin d'évaluer les capacités fonctionnelles et les effets d'un effort. Le patient peut se reposer pendant les 6 minutes, mais doit reprendre la marche dès que c'est possible. Les paramètres qui sont notés sont la distance parcourue, la fréquence cardiaque, l'estimation de la quantité d'oxygène dans le sang, le niveau dyspnée à la 6e minute, éventuelles d'autres remarques.
Pour notre article, les résultats qu'on a eus, c'est qu'on a constaté que pour le groupe des non-fumeurs, on peut parcourir 493 mètres. Pour les fumeurs, 447 et les anciens fumeurs, 442 mètres. On ne distingue pas de différence significative. Par contre, pour les personnes atteintes de la BPCO, on constate qu'ils n'ont parcouru que 345 mètres. Alors nous venons de voir ce qui se passe à l'effort, mais qu'en est-il dans la vie quotidienne? Pour cela, nous utilisons le questionnaire Saint-Georges, qui nous permet d'évaluer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies respiratoires et donc d'identifier les impacts de la maladie. Nous obtenons donc 4 scores après ce questionnaire, un score pour les symptômes, un pour les activités, un pour l'impact et un score total. Alors ici nous avons un tableau qui représente le score total moyen obtenu au questionnaire Saint-Georges en fonction du type d'individu. Donc nous voyons que pour les non-fumeurs nous avons un score moyen de 7, pour les fumeurs un score moyen de 17,8. Nous remarquons que les anciens fumeurs ont un score plus élevé que les fumeurs, 21,3 en moyenne, et que les personnes atteintes de la BPCO ont environ le double des anciens fumeurs. Le score moyen de ces questionnaires est d'environ 10. Ici, nous nous posons la question de comment détecter une obstruction pulmonaire. Nous utilisons le scanner du thorax, autrement appelé tomodensitométrie ou encore TDM. Cette technique nous permet d'obtenir des coupes horizontales à l'aide d'appareils à rayon X et donc de localiser des anomalies même de très petite taille. Donc nous avons le tableau qui représente le nombre de résidus moyens obtenus sur le scanner du thorax en fonction du type d'individu. Donc nous voyons que pour les non-fumeurs et les fumeurs, nous voyons 2,6 résidus en moyenne, alors que pour les anciens fumeurs 3,2 et pour les personnes atteintes de BPCO 3,8. Mais néanmoins, cette technique ne permet pas de différencier un amas cellulaire et une tumeur. Je vais vous présenter ici différents résultats concernant 2 types de maladies en fonction des différents groupes. Pour les maladies cardiaques, nous observons que les non-fumeurs sont nettement moins atteints que les fumeurs, les anciens fumeurs et les personnes atteintes de la BPCO. Néanmoins, on observe quand même une différence entre le groupe contenant les anciens fumeurs, les personnes atteintes de la BPCO et les fumeurs. Concernant la bronchite chronique, nous observons que les fumeurs, les anciens fumeurs et les personnes atteintes de la BPCO sont atteintes par ce type de maladie, alors que les non-fumeurs, pas du tout. Néanmoins, on observe une nette différence concernant les personnes atteintes de la BPCO. Nous pouvons donc conclure que la méthode de spirométrie seule ne suffit pas. Nous avons donc 2 solutions. La solution 1, la coupler avec les autres méthodes que nous avons vues précédemment, comme la marche de 6 minutes, le questionnaire Saint-Georges ou un scanner du thorax. Le principal problème, c'est que ça multiplie le nombre d'examens médicaux et ça multiplie les coûts des examens médicaux. Donc la deuxième solution serait d'améliorer la méthode de spirométrie ou même de trouver une autre méthode permettant de mieux différencier les patients atteints de BPCO. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il y a énormément de recherches qui sont faites dans ce cadre-là. Le problème étant qu'on n'arrive pas, que ce soit par les recherches d'associations génétiques ou par d'autres méthodes, à trouver des gènes vraiment responsables de ces maladies de façon à pouvoir créer un diagnostic dessus. Et donc le but final étant quand même de diminuer le taux de mortalité causé par cette maladie en pouvant la diagnostiquer et la traiter. Merci de votre attention. Bonjour, merci pour votre présentation. Alors j'ai une question par rapport aux résultats des différents tests, notamment le questionnaire et puis le scanner. Oui. Comment vous expliquez que les non-fumeurs ont des résultats moins bien que... Les anciens fumeurs, pardon, ont des résultats moins bien en général que les fumeurs? Alors, vis-à-vis de ça, c'est par rapport à ce qu'on appelle les emphysèmes. En fait, quand on fume, on va créer des anomalies au niveau de nos poumons. Tant qu'on continue de fumer, les poumons vont être agressés continuellement et les cellules vont être détruites et régénérées.
À partir du moment où on arrête de fumer, les cellules vont stopper, enfin une partie des cellules ne va pas se régénérer et va créer des amas va créer des poches de gaz et des emphysèmes. Donc finalement, il vaut mieux continuer de fumer? Non. Alors idéalement, il ne faudrait pas commencer. Et les anciens fumeurs, à partir de quand, à partir de l'arrêt où ils ont fumé, à partir de quand ils rentrent dans la catégorie anciens fumeurs? Alors, toute l'étude a été considérée sur une population ayant fumé au minimum un paquet par jour pendant 10 ans, et les anciens fumeurs devaient avoir arrêté de fumer depuis 10 ans. Un paquet par jour pendant 10 ans, oui. Oui, moi c'est pour compléter un petit peu la question, effectivement, est-ce que vous avez une idée de la population? Est-ce qu'il y a une homogénéité dans la population qui a été testée, hommes-femmes, l'âge, etc. Parce qu'il y a des facteurs, ces facteurs-là peuvent aussi rentrer en jeu. Alors, la population, j'ai pas les données... De quoi? Vas-y. La population était 65 ans. majoritairement plus âgée de plus de 30 ans, voire même 40 ans. On a 65 là. Oui, c'est-à-dire que j'ai pas de différence entre hommes-femmes de mémoire, mais par contre, il est vrai que la population, l'étude commence à partir de 40 ans et c'est les tranches d'âge de 10 ans. D'accord. Et la deuxième question que j'ai sur le test sur la spirométrie, parce que vous dites la spirométrie, elle se fait au repos, mais il y a de la spirométrie qui peut se faire en exercice. Est-ce qu'ils discutent ce point-là? Parce que clairement, la différence, c'est un test à l'effort ou au repos. Et du coup, est-ce que c'est discuté parce que c'est quelque chose qui est possible et qui est fait de façon routinière? Oui, c'est une critique de l'article. Oui. Mais quand même, ils ont fait le marche à 6 minutes, donc... Ah, ok, d'accord. C'est bien clair, merci. En fait, les maladies qu'on appelle les PCO enferment des classes phénologiques qui sont assez différentes, c'est très hétérogène. On retrouve de l'asthme, on retrouve de l'emphysème, on retrouve plusieurs maladies qui sont de type auto-immune. Et c'est quand même assez difficile de faire des études si on ne série pas vraiment au départ les échantillons. Donc simplement avec l'âge et la prise de la fumée, ça semble difficile de pouvoir faire quelque chose sur une population, un échantillon qui est très composite. Vous avez ressenti ça dans les études que vous avez lues? C'est très hétérogène. Oui, c'est très hétérogène, oui. Le seul point homogène en fait de notre population, c'est qu'ils avaient tous été diagnostiqués comme étant sains, comme étant des patients sains. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la maladie par la spirométrie, par le test de spirométrie. En fait, c'est le test de spirométrie qui a été jugé. À l'heure actuelle, pour faire des phénologies vraiment bien ciblées, il faut arriver à faire 4 ou 5 paramètres différents, y compris la TMD et d'autres. D'autres questions ?